La loi sur la nationalité revue, le salaire d'un médecin et du personnel de santé connaît une hausse, ainsi que le budget 2013. C'est ce qu'on peut retenir du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. L'énergie solaire, une solution pour économiser les ressources et alimenter un plus grand nombre de ménages. Et puis l'armée syrienne enchaîne les victoires, reprise de la ville de Qousseir et du seul point de passage entre la Syrie et Israël. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La nationalité, un des points sur lesquels s'est penché le traditionnel Conseil des ministres. Deux projets de loi adoptés. Le salaire du personnel de santé sera revu à la hausse. Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2014. Sur la table aussi, le foncier, la révision du budget 2013 qui connaît une hausse de plus de 69 milliards de francs CFA. Hamza Diaby pour en savoir davantage. Un conseil des ministres extraordinaire ce jeudi sous la présidence effective du président de la République, Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, des projets de loi, des projets de décret et des mesures individuelles. Le conseil a adopté un décret qui octroie un permis de recherche minière pour le manganèse à la société Torian Manganèse et Ferro-Alloy Côte d'Ivoire. Et cela concerne la région de Ziemougoula dans le département de Kaniasso. Toujours au titre du même ministère, l'adoption de deux décrets portant attribution de permis de recherche minière pour l'or dans les régions du mont Trou Sud et du mont Trou Nord. Le point suivant concerne le ministère de la fonction publique qui a proposé donc au Conseil l'adoption d'une mesure importante qui octroie 400 points d'indice supplémentaires au cadre supérieur de la santé et 150 points d'indice supplémentaires au personnel technique de la santé. Tout cela vise à corriger une injustice qui, malheureusement, a régulièrement perturbé le fonctionnement des services de santé. Le Conseil a adopté un décret qui porte attribution, organisation, fonctionnement du Comité national de migration de la télévision analogique vers la télévision numérique de terre, ce qui s'appelle la TNT. Le Conseil a également adopté une communication relative aux activités urgentes à réaliser en vue de l'amélioration de l'indicateur droit foncier et accessibilité pour l'éligibilité au programme américain d'aide au développement Millennium Challenge Corporation. Aussi, pour résoudre la question foncière et la sécurisation de la propriété foncière en milieu rural, le gouvernement engagera-t-il bientôt de vastes campagnes d'information et de sensibilisation à l'intérieur du pays? Et puis le report de l'audience de Laurent Gbagbo fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les juges de la Chambre préliminaire 1 demandent plus de preuves au bureau du procureur avant le 15 novembre prochain, ce qui n'est pas du goût du collectif des victimes en Côte d'Ivoire qui dénonce la négligence du bureau du procureur et le désintérêt des autorités ivoiriennes dans cette affaire. Le report de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo fâche. En tout cas, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, n'est pas content. Nous reprochons au bureau du procureur de ne pas avoir bien fait leur travail. On ne peut pas dire que quelqu'un a posé un acte et laisser des éléments de preuve en Côte d'Ivoire ici et partir s'asseoir là-bas et attendre que la chambre préliminaire les interpelle pour dire allez-y, envoyer des preuves complémentaires qui existent, qui sont vérifiables et indiscutables. La légèreté du bureau du procureur a mené cette enquête. Ce collectif indexe aussi les autorités ivoiriennes et pour le président du collectif, l'implication plus prononcée des gouvernants s'impose. Les autorités ivoiriennes ne sont pas justes dans leurs agissements dans cette affaire. Il y a des choses qu'on aurait pu éviter, cette situation on aurait pu l'éviter si les victimes avaient été assistées par des avocats à partir d'ici. N'est-ce pas? Des actions déjà pouvaient être menées pour ramener le bureau du procureur à mieux faire son travail qui risque de déboucher sur la violation du droit des victimes. Toujours selon Isiaka Diaby, cet ajournement vise à préserver les droits de Laurent Gbagbo au détriment des victimes. Pour rappel, la Chambre préliminaire 1 de la CPI a demandé le lundi 3 juin dernier au bureau du procureur de soumettre des preuves additionnelles ou de conduire des enquêtes supplémentaires sur un certain nombre de points avant le 15 novembre prochain.
Le lait maternel, la meilleure protection des bébés contre les maladies. Pourtant, de nombreuses mères préfèrent le lait artificiel. Des pédiatres et professeurs de médecine se sont retrouvés au cours de la 11e journée ivoirienne de pédiatrie pour faire l'état des lieux de la question en vue d'améliorer l'état de santé infantile. Thème de cette année, nutrition et santé de l'enfant. Le reportage de Grace Kando. Le lait maternel reste le meilleur aliment pour l'enfant jusqu'à 6 mois de vie. Au-delà, il faut une diversification alimentaire. Comme j'ai accouché par césarienne, il a fallu que l'enfant mange parce que je n'étais pas encore bien portante. Maintenant, elle a commencé à refuser le biberon complètement, donc je la nourris au sein. Mon bébé a 6 jours aujourd'hui. Pendant 6 mois, je vais donner le lait maternel à mon bébé. Et puis après, au fur et à mesure, on va mixer la nourriture. Les 11e journées ivoiriennes de pédiatrie autour du thème nutrition et santé de l'enfant vont permettre de faire l'état des lieux en Côte d'Ivoire afin d'améliorer la santé infantile. La médecine évolue, la pédiatrie aussi évolue. Nous devons soigner nos malades selon les dernières données de la science dans le monde. Nous ne pouvons pas faire la médecine de 1960 en 2013. Cette rencontre des pédiatres enregistre également la présence de sages-femmes, de professeurs de médecine et des puéricultrices. La nutrition est quelque chose de très important. Surtout actuellement, on voit beaucoup d'enfants obèses, beaucoup d'enfants malnutris. Donc c'est important de voir quelle aide on peut apporter aux parents dans ce domaine-là. Ça permet aux praticiens, aux médecins de faire une certaine mise à jour de leurs connaissances, de voir les nouvelles actualités, les travaux scientifiques qui ont été réalisés. Au thème des 2 journées, des propositions seront faites à la tutelle quant à la stratégie à mettre en œuvre pour une bonne alimentation de l'enfant et la prévention des infections respiratoires. Environ 3000 agents des eaux et forêts vont bénéficier d'un fonds de prévoyance pour améliorer leurs conditions de vie. Une bouffée d'oxygène pour ces derniers. Juliette Ouéa pour en savoir plus. Ça va changer beaucoup de choses dans notre vie. D'abord la sécurité quand nous sommes en mission dans les corridors et tout, parce qu'il y a beaucoup de risques. Le fonds est venu à point nommé. Ça nous soulage au plus haut niveau. Avec le fonds, on va aller à la retraite avec peut-être une maison. Le fonds de prévoyance des eaux et forêts, une solution aux problèmes rencontrés par les quelques 3000 agents des eaux et forêts de Côte d'Ivoire dans l'exercice de leurs fonctions. Attaques récurrentes par des braconniers dans les différents parcs nationaux et réserves, décès ou autres maladies difficiles à assumer financièrement ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Cette mutuelle prend en compte, entre autres, la couverture médicale, l'allocation de décès et d'invalidité, les frais funéraires de l'agent et de ses ayants droit. C'est seulement aujourd'hui que nous procédons au lancement de notre fonds. C'est-à-dire qu'en amont, certaines études ont été conduites pour l'atteinte de nos objectifs. Il s'agit d'une étude actuarielle qui nous a permis de recenser les préoccupations de nos agents de façon à mettre en place des produits viables. Donc à ce titre, nous pensons qu'à travers l'étude actuarielle, il y a un certain nombre de paramètres qui ont été circonscrits. Le fonds de prévoyance des eaux et forêts, né après le Conseil des ministres du 21 février 2008, a été mis en place par arrêté le 10 octobre 2012. Les ménages ont un souci, comment réduire leur consommation en électricité. Les ampoules économiques et l'énergie solaire conseillées par les experts et les gouvernants en Côte d'Ivoire pour consommer moins d'énergie. Plusieurs villages ont bénéficié des bienfaits de ces énergies renouvelables après des années passées dans l'obscurité. Cette source d'énergie réduirait à coup sûr la consommation des ménages. Franck Wadio pour en parler. 170 kWh par an consommés en moyenne par un habitant de Côte d'Ivoire. Le triple multiplié par 10 aux États-Unis. Comme le révèlent certaines études, la consommation de l'énergie est en fonction du niveau de développement. Pour les pays en quête d'émergence donc, la question est cruciale, d'où la réforme énergétique et précisément l'électricité finalisée en Côte d'Ivoire en 1998. L'initiative a fait son chemin jusqu'en 2010 où un important délestage a, semble-t-il, modifié la donne. Conséquence, seulement 33% de leur énergie maximale est fournie par les centrales électriques. Une situation qui a fait le lit d'autres types de ressources et de plus en plus les populations entendent parler d'énergie renouvelable
d'énergie solaire. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'énergie qui n'est pas rechargeable. Nous avons besoin de l'énergie qui nous suivrait un peu partout en campagne. Dans son atelier de la commune d'Abobo, Dapé Joseph, photographe, dit utiliser souvent du matériel inadapté face à la faiblesse de la tension électrique dont il bénéficie. Si vous voyez que nous utilisons une telle ampoule, c'est réduire notre consommation. Et presque dans notre studio ici, même chez moi au service, toutes les ampoules sont comme ça. À l'intérieur du pays, bien de localités exploitent l'énergie naturelle. À Djorofa, au nord de la Côte d'Ivoire, ce jeune père de famille ne jure que par l'énergie solaire. Pour charger les portables, il fallait envoyer à Djibourosso, qui est à 10 km de chez nous. Bon, vraiment, ce n'était pas facile pour nous. Bon, avec l'arrivée de l'énergie, on dépense moins, on ne paye plus pile pour alimenter les lampes chinoises. On ne paye plus de pétrole. Les énergies renouvelables, tirées de l'eau, du soleil et de l'air entre autres, peut être la réponse aux défis énergétiques qu'entendent relever nombre de pays pauvres. Reste à formaliser l'idée au plus haut niveau des différents États. L'interview de la rédaction a débattu du sujet hier avec un expert en la matière. On suit un extrait des échanges. Regardons l'éclairage, que ce soit chez soi ou que ce soit dans la rue. Commençons par changer les lampes. Les lampes aujourd'hui consomment énormément en chaleur, c'est ridicule, c'est de l'énergie perdue. Et je vois que vous avez un éclairage ici qui est à base de diodes électroluminescentes, c'est des LED. C'est une solution qui permet de consommer très très peu par rapport, et d'éclairer mieux par rapport à ce qui est aujourd'hui utilisé. J'ai fait des LED il y a 30 ans au laboratoire aux États-Unis, dans une société américaine, je ne dirais pas le nom. Il a fallu 30 ans pour qu'elles arrivent aujourd'hui sur le marché et qu'elles soient vraiment économiques. Ce sont des structures, et il y a 45 ans, nous faisions les puces électroniques. Les puces électroniques se généralisent, elles n'ont jamais disparaître. Les LED ne disparaîtront pas. C'est tout simplement un morceau de silicium, c'est-à-dire silicium, ça vient du sable, hein, on fait du silicium, c'est un métal semi-conducteur. On arrive à faire diffuser à l'intérieur de ce métal des produits qu'on appelle des dopants, et qui fait que si on alimente avec un courant, ça dégage de la lumière avec un rendement extrêmement important. Alors que lorsque vous prenez une ampoule normale, vous avez un filament, vous faites passer le courant, mais il y a énormément de pertes d'énergie à cause de la chaleur, et ça éclaire mal. Alors qu'avec les LED, il n'y a pratiquement aucune dissipation de chaleur, et ça ne va pas disparaître, croyez-moi. Lorsque vous avez des systèmes qui éclairent tout le temps, pourquoi éclairer tout le temps, toute la nuit? Pourquoi ne pas avoir un système, lorsque vous approchez, qui s'allume? Et ça existe. Soulagement du côté des chauffeurs, ils pourront se soigner et soigner leur famille sans débourser beaucoup d'argent. Une assurance maladie et accident va couvrir tous leurs soins à hauteur de 80%. Hamza Diaby. Une note d'espoir dans le quotidien des chauffeurs de Côte d'Ivoire. Désormais, une assurance maladie et accident est mise à leur disposition. L'initiative est de BEATCI, le bien-être des employés et auxiliaires du transport en Côte d'Ivoire, appuyée par un ensemble de structures partenaires. Nous voulons les accompagner, les assurances maladie, individuelles, accidents, une assistance juridique, pour que ceux-là puissent bénéficier aussi d'un bien-être. En cas de maladie, ils puissent se soigner à un moins coût. Ils ont les cartes qu'ils vont prendre. À partir de ces cartes-là, les consultations sont gratuites. Nous sommes là pour sensibiliser les chauffeurs, pour que tous les chauffeurs n'ont qu'à prendre les cartes de BATCI, pour que vraiment on puisse les soigner gratuitement. Se soigner à moindre coût, un moment longtemps attendu par les chauffeurs. C'est une assurance qui peut nous prendre nos charges à notre famille. On voit que c'est bien. Oui. Sinon moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Désormais, le chauffeur et 5 membres de sa famille sont pris en charge par l'assurance à hauteur de 80%. Il lui suffit juste d'acquérir le timbre de solidarité à 500 francs CFA par jour de conduite. Le président Ouattara formule ses vœux de santé et de bonheur à la reine Elisabeth II à l'occasion de son anniversaire. L'actualité, c'est aussi la guerre en Syrie qui se rapproche de plus en plus d'Israël. L'armée syrienne a repris le contrôle du principal point de passage dans la zone démilitarisée entre Israël et la Syrie, située sur le plateau du Golan, un secteur géré par les Nations Unies. Et après la reconquête de Qousser par le camp Assad aidé par le Hezbollah, l'armée ne laisse ni aux rebelles, ni aux civils, ni aux blessés aucune porte de sortie.
La reconquête de la ville de Qousseir par l'armée syrienne aidée par le Hezbollah libanais est une victoire majeure pour le régime de Bachar al-Assad. Face à l'armée syrienne et au peuple patriotique, les terroristes s'échappent de tous les endroits où ils se trouvent. Les patriotes vont mettre un terme au terrorisme, qui veut faire de la Syrie un cimetière de la terreur mondiale. Cette victoire militaire sur les rebelles, après plus de 2 semaines de pilonnage et de combats au sol, intervient au moment où les tractations s'intensifient pour organiser une conférence de paix, reportée en juillet faute d'accord sur les participants. Cette victoire place aussi le pouvoir en position de force face à une opposition affaiblie et divisée. Le régime syrien gagne du terrain face aux rebelles. La Ligue arabe a dénoncé les ingérences extérieures dans le conflit et notamment l'implication du Hezbollah chiite libanais. Les ministres de la Ligue arabe condamnent fermement toute intervention étrangère en Syrie, en particulier celle du Hezbollah. À Paris, le président Hollande a réaffirmé que la France avait apporté des éléments de preuve sur l'utilisation du gaz sarin en Syrie. Ce qui s'est produit en Syrie doit être un élément de plus sur la pression qu'il convient d'exercer sur le régime syrien et aussi sur ses alliés. Face à ces affirmations, les États-Unis sont prêts à examiner les informations détenues par la France sur l'emploi d'armes chimiques. Nous sommes très reconnaissants de la contribution française à cet effort. Les informations seront analysées de façon appropriée. Elles seront prises en compte dans les éléments de preuve que nous traiterons dans nos services. L'aviation syrienne a bombardé jeudi une localité au nord de Qousseir où des centaines de civils et de blessés s'étaient réfugiés avant la prise de la ville. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.